Donc, je vais commencer par présenter Terra Minis. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une SAS qui a été créée en 2011, qui est située à Bougeant-sur-Libron, petit village vigneron dans l'Hérault, à côté de Béziers. Nous sommes 7 salariés et avons pour objet d'aider des jeunes vignerons respectueux de l'environnement, vous le verrez tout à l'heure, à s'installer ou à se développer via l'investissement participatif. Le principe est simple, on achète les vignes via un groupement foncier et on les met en fermage auprès du vigneron. Donc, ça apporte quoi au vigneron? Ça apporte déjà un circuit de distribution parce qu'on apporte beaucoup d'associés, en moyenne 120 par projet. Ça leur apporte un soutien humain. Il ne faut pas le négliger parce que souvent dans l'agriculture, on est un peu seul, on est isolé. Et d'avoir des gens qui vous soutiennent humainement, c'est important. Ça leur évite après économiquement d'acheter des vignes, ça c'est une chose importante. Et de ce fait-là, ça donne confiance aux banques. Vous arrivez avec un projet où vous n'avez pas besoin d'acheter des vignes et vous avez déjà un circuit de distribution et vous pouvez prouver que ça fonctionne parce qu'on a des cas concrets de vignerons pour qui ça fonctionne. Donc c'est ce qui peut intéresser les vignerons. En contrepartie, oui, l'associé, qu'est-ce qu'il a? Il touche 4,5% par an en bouteilles de vin sur la base de son investissement. En moyenne, 1 500 € la part. Il touche 4,5%, ça fait dans les 70 € de vin par an. Mais les 70 € ne doivent pas constituer la motivation première du vigneron, de l'associé, pardon. L'associé qui vient, il doit avoir envie de partager, de comprendre comment on fait du vin, de passer des bons moments avec le vigneron, il a envie d'aider le vigneron et de transmettre plus tard aux générations qui viennent, non pas simplement la valeur financière, mais la philosophie que l'on a du partage, de la convivialité. On est tous des épicuriens. Donc on cherche vraiment des gens qui ont cette philosophie-là. Et l'intérêt pour le vigneron, c'est que son fermage, il est en bouteille de vin. Ça nous coûte moins cher qu'un fermage traditionnel. Et en plus, les bouteilles de vin qui sont données peuvent servir d'échantillon pour que les gens goûtent et puissent racheter derrière à tarif privilégié. Voilà. Donc, Terra Minis, c'est aujourd'hui 2100 associés, un peu plus. On en a tous les jours qui deviennent associés. C'est 120 hectares à peu près de réaliser. C'est 27 projets de montée. Et des vignerons qui sont situés sur le Languedoc-Roussillon, sur le Bordelais, sur Pinac, et très prochainement dans la Loire. Donc, on a des vignerons qui sont reconnus, qui sont coup de cœur du Gachette, qui sont parkérisés, médaille d'or, il y en a même un qui a fait un vin qui a été élu meilleur vin au monde. Et tout ça, dans le respect de l'environnement, on a des vignerons qui sont bio, qui sont en biodynamie, qui sont en nature. Donc, pour nous, c'est une condition sine qua non d'avoir des vignerons qui soient respectueux de l'environnement. Alors, en 2019, nous avons obtenu la reconnaissance par le prix national de l'entrepreneur humaniste qui venait d'être créé. Donc, pour nous, c'est une vraie satisfaction, c'est une reconnaissance pour nous et pour nos associés qui nous font confiance. L'année précédente, nous avions remporté le prix national de l'innovation des territoires. Pareil, c'est un prix qui est basé plutôt sur la campagne plutôt qu'à la ville. L'idée, c'est qu'on peut aussi innover à la campagne. Donc pour nous, c'est une vraie fierté d'avoir gagné cette concours-là. Et maintenant, nous sommes pionniers dans l'entreprise à mission, dans l'Hérault, parce qu'on est la seule, on a contacté la Chambre de commerce, et on est la seule entreprise à être véritablement inscrite en tant que société à mission. C'est sur notre extrait cabis. Donc, je vais vous expliquer comment on fait pour devenir entreprise à mission. Qu'est-ce que l'entreprise à mission pour une TPE? Donc, l'entreprise à mission, c'est inscrire une raison d'être dans les statuts au travers d'un objet social étendu. L'idée, globalement, c'est qu'on ne se limite plus à gagner simplement de l'argent et à faire du profit uniquement. On va plus loin. On se donne une mission d'intérêt collectif, d'intérêt public. Et ça, quand on fait ça dans nos statuts, ça signifie un engagement pour l'entreprise et pour la gérance. On doit s'y tenir, on a l'obligation de s'y tenir. Et après, c'est l'inscription sur son extrait cabis qui officialise les choses. Et une fois que ça c'est fait, on accepte une évaluation par un cabinet indépendant. Et donc, on a des contrôles et on est responsable de son engagement. Donc, quelles sont les motivations qui nous ont poussé, nous, petite entreprise de 7 salariés, à devenir société à mission?
Déjà, c'est un constat à la base. On a en France 2 tiers des vignerons qui ont plus de 55 ans. Donc, il va y avoir des vignobles à transmettre. On a des jeunes qui sont là, qui ont été formés, qui ont la compétence, mais si leurs parents ne sont pas riches, ils ne peuvent pas s'installer, les banques ne les suivent pas. Donc, on risque de perdre ces talents-là. Et on a voulu, au travers de Terronis, défendre ce qui fait la force de notre viticulture, c'est sa diversité. Et dans la diversité, moi, je mets l'homme, et l'homme est menacé. Donc, on a voulu prendre le pas de la société à mission parce que c'est quelque chose qui nous va comme un vent, en gros. Et on a modifié notre objet social pour rajouter notre raison d'être. Et je vais vous la lire, si vous voulez, notre raison d'être qui est dans l'objet social. La raison d'être de la société est de préserver ce qui fait la force de nos vignobles, la diversité de ces vignerons, en créant du lien entre les amateurs de vin et les vignerons, et ainsi dynamiser les territoires ruraux. Permettre à la nouvelle génération de vignerons qui travaillent dans le respect de l'environnement et qui n'a pas les moyens financiers permettant l'acquisition de foncier ou le paiement de fermage en numéraire de s'installer ou de se développer. Permettre à des agriculteurs en difficulté de trouver un levier financier tout en leur permettant de poursuivre leur activité. Voilà, ça c'est notre raison d'être qui est inscrite dans le statut. Donc pour nous passer en entreprise à mission, ça traduit un engagement moral vis-à-vis de nos associés. On a 2100 associés qui nous ont fait confiance. Et quand on a vu ce statut-là, on s'est dit, bah, on peut apporter la preuve qu'on fait vraiment ce qu'on dit. Et on le grave dans le marbre. C'est clair, c'est officiel. Et on se donne des obligations de résultat. On doit appliquer ce que l'on a écrit. Et donc, et ça, c'est pas juste pour faire bien, parce que moi, je suis chef d'entreprise et je suis pénalement responsable du fait de la non-obligation, du fait de du non-respect de l'objet social de l'entreprise. Donc, on sera contrôlé pour ça et je souhaite être contrôlé pour ça. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose de sérieux. Et plus globalement, d'un point de vue pour les autres entreprises, on va dire en général, la place de l'entreprise dans la société à mission, je pense que dans l'avenir, on ne peut pas se limiter juste à gagner de l'argent. Au détriment d'une conscience morale, d'une conscience sociale, d'une conscience environnementale. Et la crise du Covid, je pense que ça reflète ça. Le consommateur, le français, attend autre chose. Et je pense que vraiment le statut de société à mission, c'est le statut de demain. C'est quelque chose qui devrait pouvoir se généraliser, un peu comme le bio. C'est vrai, au début, il y a eu très très peu de gens qui étaient en bio, et puis il y en a un peu plus, et maintenant, il y en a beaucoup plus, et dans les années qui viennent, ça se trouve, ce sont ceux qui ne seront pas en bio qui seront montrés du doigt. Voilà. Donc, je pense qu'on ouvre le chemin et que ça devrait suivre derrière. Ce qui est intéressant de ce statut-là, c'est qu'en tant que dirigeant d'entreprise, on est avant tout des citoyens. Et ce statut, ça donne le sentiment d'avoir le pouvoir à notre échelle de faire bouger les lignes. On devient acteur vraiment de la société dans laquelle on est. On n'est pas simplement pour faire du fric. Notre entreprise apporte globalement à la collectivité et c'est pour moi une vraie évolution, voire révolution. Je me dis même que c'est peut-être la plus grosse révolution dans l'entreprise depuis la création de l'association, l'association loi 1901-1901. Donc je pense que ça se trouve c'est la plus grosse évolution et je pense qu'on est un petit peu passé à côté à cause du Covid, à cause des gilets jaunes. Voilà. Donc je disais que pour moi, c'est quelque chose essentiel, de capital, le changement de ce statut-là. C'est une révolution depuis, pour moi, 1901. Et ça peut expliquer le chemin de croix pour la naissance de l'entreprise à mission. Moi, j'ai entendu parler de l'entreprise à mission. C'était la première fois, c'était il y a plus de 2 ans sur France Inter, qui évoquait un rapport rendu par 2 personnes. Déjà, 2 personnes qui m'ont interpellé, c'était Nicole Notat, qui était secrétaire de la CFDT, et Jean-Dominique Sénard, président de Michelin. Ensemble, ils ont rendu un rapport qui se nomme
entreprise d'intérêt collectif. Et je vous invite à le trouver sur Internet, on le trouve facilement. Et j'ai parcouru le rapport et j'ai trouvé des valeurs qui m'allaient totalement. Ce rapport évoque le constat de la financiarisation de l'entreprise, le court-termisme, évoque déjà la raison d'être, l'image négative que l'entreprise globalement a en France, et évoque de ce fait-là l'entreprise à mission. Et donc ça, c'était le 9 mars 2018 que ce rapport a été rendu au ministère de la Transition écologique et solidaire, au ministère de l'Économie et de la Justice. Donc j'ai entendu ça, moi ça m'a un peu fait rêver parce que c'est le statut que j'attendais. Et je me suis dit, enfin, ça y est, ils vont le faire, ça va bouger. Mais ça n'a pas bougé facilement. Alors déjà, moi, je ne m'y connais pas bien en droit, donc je me suis rapproché du juriste de Serre France. Serre France, cabinet comptable, ils ont un juriste régional, et je lui ai demandé de faire une veille sur l'entreprise à mission, pour savoir comment ça a évolué. Et là, ça a été un petit peu Dallas. Il y a eu énormément d'amendements dans le projet de loi, beaucoup d'allers-retours, Sénat, Assemblée nationale, 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Le projet même disparaissait et il réapparaissait. Et pourquoi ça? Parce que moi, je pense que c'est une vraie révolution dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise privée qui est là pour faire du fric, d'un seul coup, on lui dit, mais tu peux avoir un rôle d'intérêt public, quoi, collectif. Tu peux prendre en charge des responsabilités sociales, environnementales, en plus de ton statut d'entreprise purement économique. Donc, c'est à mon avis pour ça que ça a mis 2 ans à sortir. Vraiment, c'était Dallas, quoi. Voilà. Donc, on a suivi ça avec Nicolas Campbell. Et enfin, le 22 mai 2019, il y a un an, juste, le projet de loi est sorti avec la possibilité d'avoir un objet social étendu et de mettre sa raison d'être dedans. Donc, on s'est empressé de le faire aussitôt. Et il a fallu attendre le début d'année pour que la loi Pacte sorte et pour qu'on puisse véritablement devenir société à mission enregistrée. Mais là encore, ce n'était pas facile parce qu'on a contacté le greffe du tribunal et personne n'est au courant, ne savait pas. Et c'est encore mon juriste qui, en surveillant les documents CERFA, un jour a vu que ça y est, la case société à mission était apparue. Donc, on a fait un petit chèque et on a envoyé la modification des statuts au greffe du tribunal, ce qui fait que le 22 avril de cette année, nous sommes devenus officiellement société à mission et la seule société à mission de l'Hérault pour l'instant, mais on espère bien qu'il y en aura beaucoup d'autres dans l'avenir. Voilà. Parce qu'on entend beaucoup parler de sociétés qui veulent devenir société à mission, qui ont des projets, des intentions, mais dans les faits, je pense qu'il y en a très 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 peu à aujourd'hui qui sont enregistrés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend nous de ce statut? Globalement, pour moi, on fait que sacraliser ce qu'on faisait avant. On se l'impose. Et ça va nous donner plus de force. On l'écrit, on le dit, et c'est pour nous l'équivalent d'une charte déontologique. Je pense que ça va nous aider aussi quand on parle à des vignerons qui ne nous connaissent pas, d'expliquer qu'on est une société à mission. Dans un monde paysan, on a des vignerons des fois qui sont un peu méfiants. Je pense que ça peut être une véritable aide. Ça peut nous aider aussi pour développer des partenariats. On a déjà un partenariat avec la SAFER, développer un partenariat avec la Chambre d'agriculture, aide société à mission, je pense que ça peut nous aider dans ce sens-là. Je suis convaincu également que pour le recrutement dans les années qui viennent, la nouvelle génération sera très sensible à ce type d'entreprise. Donc, ça peut être une aide pour le recrutement. J'espère que ça va créer une synergie positive avec nos banquiers pour qu'ils nous suivent un petit peu plus facilement sur les projets que l'on a. Et après, on est certes 7 salariés dans la société, mais moralement, on a 2100 associés qui nous font confiance. Et pour moi, je pense que c'est conforter les relations avec eux. Et ces associés-là nous apportent tous les jours leurs copains, leur famille, et donc ça va conforter vraiment notre relation. Et après, il y a une notion qui m'est apparue un petit peu plus tard aussi, je me suis dit que même quand je transmettrai un jour Terra Omnis, c'est un moyen que
notre identité, notre ADN soit véritablement dans les statuts, ça va éviter que quelqu'un veuille prendre la suite pour modifier tout ça. Il sera vraiment il y a des rails qui seront là, on pourra bouger un peu à gauche, à droite, mais la grande voie sera dressée, quoi. On ne pourra pas en sortir. Donc pour moi, ça c'est important aussi. Et sinon, bon, le changement est récent, mais on a eu la surprise d'avoir un prestataire. On cherchait sur Internet un prestataire pour faire une mission très spécifique sur notre site Internet. Et il y a 3 spécialistes en France, et il y en a un qui fait référence de pointure, mais qui est débordé par les demandes. Et il nous a sélectionnés, c'est lui qui nous a choisis, parce que justement, on était société en mission. Il ne prend que des entreprises qui font de la responsabilité sociale environnementale. Donc, c'est notre premier cas concret où vraiment ça nous a servi à quelque chose. Voilà. Donc, globalement, pour Terra Hominis, les mots entreprise à mission, raison d'être, c'est pas des paroles en l'air, c'est pour moi, c'est une réalité économique. Nous avons sauvé des vignobles, on a réalisé des transmissions, on a fait des agrandissements, des installations. Et en période de confinement, on a voulu sensibiliser, mobiliser nos associés en disant c'est génial ce que vous avez fait, vous avez aidé des vignerons en prenant des parts, mais là, nos vignerons, ils ont perdu leur circuit de distribution, ils ont perdu la restauration, l'export, les cavistes. Donc, achetez du vin, jouez le jeu. Et même si on le boit plus tard, si on ne boit pas tout, c'est pas grave, mais achetez du vin. Et les associés ont été extraordinaires parce qu'ils l'ont fait. Ils ont joué le jeu, ils ont acheté auprès de tous les vignerons. Et là, je vais passer la parole dans un premier temps à Christelle du Clos Rouge en terrasse du Larzac, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'elle a, déjà ce qu'elle a vécu dans la création du vignoble avec Terra Hominis et ce qui s'est passé avec les associés durant le Covid. Voilà. Je passe le micro à Christelle. Ouais, tiens, je prends ma place. Bonjour. Donc, moi, je suis Christelle Brault, domaine du Clos Rouge, qu'on a créé avec mon compagnon de toutes pièces en 2013. Donc, nous, notre problème, c'est qu'on n'avait pas, avec un domaine créé et tout petit, puisqu'on avait au départ à peu près 6 hectares, pas les moyens de vivre dessus. Donc, moi, j'étais toute seule sur le domaine et Joël, lui, a gardé son emploi. Et puis, au bout de 7 ans, on en était encore là. Parce que le domaine, les rendements n'étaient pas suffisants, parce que c'était compliqué, il nous fallait plus de vignes. Et en même temps, si on avait plus de vignes, il nous fallait une cave plus grande parce que notre cave était toute petite. Et c'est là que la rencontre avec Terra Hominis a été vraiment pour nous déterminante, puisque les banques ne nous suivaient pas et sur l'achat des vignes et sur la construction d'une cave. Donc, le fait de passer par Terra Hominis pour obtenir plus de vignes, plus d'hectares, ça nous a permis, nous, de notre côté, de garder toute notre capacité d'emprunt auprès des banques pour construire une cave dont on va poser les premières pierres là, cette année au mois de septembre. Donc, voilà, Terra Hominis, aujourd'hui, dans le domaine du Clos Rouge, c'est à peu près un tiers du domaine, ce qui est quand même pas mal. Et c'est vrai que là, pendant cette période du Covid, on a vu tout l'intérêt, tout l'avantage d'avoir des associés fidèles, des gens qui sont vraiment impliqués dans l'entreprise, dans la société, qui ne sont pas juste là pour acheter de temps en temps du vin, puisque ils ont été très très solidaires et tout le monde s'est mobilisé pour venir nous acheter du vin, pour nous le commander, on leur a envoyé. Et ça a représenté bien 80% de notre chiffre et de notre développement sur ces mois-là. Puisque vous le savez, j'imagine, hein, restaurant fermé, cavistes ouverts comme ils pouvaient. Bon, nous, on travaille qu'avec eux. Donc, on avait vraiment de gros soucis de distribution à ce moment-là. Donc, ça a été vraiment pour nous une super, super solution. Voilà. C'est une belle équipe dynamique, hein, toujours présente quand on a un souci. Là, on vient de faire avec tous nos associés régionaux. On a lancé un petit appel à travailler dans les vignes et tout le monde a répondu présent. Et tous les associés donc, de l'Hérault sont venus. On a fait une super grillade, une grosse matinée de boulot dans les vignes. Donc, ça nous permet aussi d'avancer sur des coups de bourre comme on a un petit peu en ce moment parce qu'avec les pluies qu'on a eues, la végétation a beaucoup poussé. Donc, sur des moments comme ça, ils sont aussi présents et de bonne humeur et avec grand plaisir.
Donc, ce n'est pas seulement voilà, un soutien, on va dire, financier. C'est aussi vraiment une vraie communauté. Voilà. Question ? Le profil des associés, c'est très varié, vraiment. Il y a beaucoup de gens de la région, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont plutôt des citadins, donc qui ont envie, qui ont besoin d'un peu de se rapprocher de la campagne et de notre monde un peu plus rural. Mais alors après, vraiment, des profs, des médecins, bien sûr, c'est des gens qui ont un petit peu de pouvoir d'achat ou en tout cas un petit peu d'argent de côté, mais c'est pas non plus pas des gros bourgeois. Je sais pas si je peux dire ça. Oui. Tu l'as dit. Voilà. Une autre question. Combien d'associés? Donc, nous, on a donc 2 groupements. Donc, ça fait combien? 240? Ouais, à peu près 240. Voilà. On ne les connaît pas encore tous. Hein. Mais on va passer par la marque maintenant. Hop. Et après, on pourra poser des questions. Voilà. Alors, c'est Marc Olivier, domaine La Croix-Vanel, à Pézenas, sur le village de Caux. Alors bonjour tout le monde. Donc je suis Marc-Olivier Bertrand, comme vient de le dire Ludovic. J'ai été installé en 2016 au domaine La Croix-Vanel à Caux, en appellation Languedoc-Pézenas. Donc pour la petite histoire, moi j'étais en poste en 2016 et j'ai visité un domaine qui me plaisait beaucoup, qui était le domaine La Croix-Vanel. Donc. Et le terrain-ministre avait aussi déjà eu connaissance de la vente du domaine, il cherchait un vigneron et moi j'ai cherché un financement. Il s'est rapidement avéré que au niveau des banques c'était pas possible, donc on a fait un montage qui a duré 1 an, le temps de réunir un petit peu tout le monde. Enfin les gens, au bout de 2 mois, ça s'est fait assez vite au niveau des associés qui nous ont rejoints. Après, il y a eu pas mal de démarches administratives. Il faut savoir que la totalité du domaine a été repris par ce biais-là. Donc moi, ça a été 100% du domaine qui a été repris. J'ai 150 associés sur le domaine. Et ensuite, le sujet... C'était éventuellement un monsieur qui partait à la retraite. Oui, c'était une transmission, ouais. C'était quelqu'un qui partait à la retraite et j'ai repris la totalité donc, de l'exploitation. Ce qui a fait qu'au niveau administratif, il y avait pas mal de contraintes de reprendre des stocks, de reprendre le nom de l'exploitation. Il a fallu attendre pas mal de temps des autorisations de douane pour mettre en bouteille. Voilà. Moi, ça n'a pas été dans une continuité, ça a été un renouveau au niveau du domaine. Donc, il y avait pas mal de complications à ce niveau-là. Et maintenant, tout va bien puisque c'était en 2016. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de recul au niveau des associés. Je ne les connais pas encore tous, mais j'en connais quand même un bon nombre maintenant au travers de fêtes qu'on a fait, de gens qui sont venus m'aider dans les vignes, des gens qui reviennent régulièrement maintenant. Ça fait 4 ans, 4 vendanges, où il y a des gens qui ont pris le pli de venir tous les ans aux vendanges. Alors moi, au niveau des associés, ça représente à peu près un quart de mes ventes sur l'année, ce qui n'est pas négligeable quand même. Et là, puisque le sujet est un petit peu au niveau de la crise, on a quand même, moi j'ai ressenti ça énormément au niveau de mes ventes, puisque je vends quand même pas mal au niveau des restaurants, des cavistes. J'ai pas énormément de ventes à l'export. Il y a quand même pas mal quelques ventes à l'export, mais ça représente pas une grosse partie. C'est à peu près un quart chez moi. C'est vrai que quand le domaine a été repris, le fait qu'il y ait eu des reconnaissances par cœur, ils vendaient pas mal à l'étranger. Moi, il y a quand même la partie associée qui a pris une partie de la proportion des ventes. Et donc, en ce qui concerne la crise du Covid, en ce qui concerne la crise en particulier, puisque c'est le sujet un petit peu, c'est vrai qu'on a senti fortement une baisse de vente, puisque mars-avril, normalement, il y a quand même une certaine demande au niveau des professionnels, et notamment post-salon, des salons pro qui se déroulent au début d'année. On a pas mal de salons aussi qui ont été annulés, de salons particuliers qui ont été annulés. Donc là, j'ai fait une opération de vente promotionnelle au niveau des associés, ce qui m'a permis de faire
de mobiliser, parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment mobilisés, je pense que c'est le terme, puisque eux ont fait l'effort de reprendre des bouteilles et de mobiliser les gens autour d'eux, dans leur entourage. Et ça m'a permis de faire 95% de mes ventes de ces derniers mois, de ces 3 derniers mois, uniquement aux associés. Je pense qu'au niveau professionnel, ils n'ont pas pris, ils ont pas refait les stocks. Ça représente un chiffre d'affaires pour moi d'à peu près 14 000 € sur les derniers mois, ce qui est pas négligeable. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont fait, comment dire, qui ont sollicité leur entourage pour des belles commandes. Ouais. Ah, super, merci. Je vais reprendre un petit peu, reste là, je vais reprendre. Tiens. Aussi. Hop, je me pose sur le côté. Alors, donc on va bientôt ouvrir le micro. Juste une petite précision sur ce statut, revenir, parce que je disais tout à l'heure que j'espère qu'on est des pionniers, qu'il y a plein de sociétés qui vont nous suivre. Moi, je conseille vivement ce statut-là. Si on adhère à la base à la philosophie de l'entreprise à mission, d'avoir une responsabilité économique et pas qu'économique, justement sociale et environnementale. Pourquoi je le conseille? Parce que c'est assez simple à faire. On doit faire un bilan annuel de là où on en est. On fait une réunion trimestrielle avec ses salariés pour dire est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on n'a pas progressé. C'est pas une machine à gaz, c'est un document Word que l'on a constitué. Donc c'est simple à partir du moment où on le vit sincèrement. Donc ça donne du sens à la vie de l'entreprise. Je pense que ça va donner du sens aussi pour ces salariés qui voient qu'ils sont dans une entreprise qui est mobilisée pour l'intérêt général. Et on travaille plus forcément dans la bienveillance. Et c'est un moyen de changer l'image de la société qui est catastrophique en France, quoi. Voilà. Quand on est une société à mission, on peut être beaucoup plus fier. Et après, le changement qui naît, il faut peut-être mieux le devancer plutôt que de le subir. Je pense à une citation de Winston Churchill qui disait « Vaut mieux prendre le changement par la main plutôt que celui-ci vous prenne à la gorge ». Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, d'anticiper. Et on invite tous ceux qui veulent à nous rejoindre. On pense même monter un petit groupement, un club des entreprises à mission de la région. Je me suis rapproché de Philippe Guigon, qui est cofondateur et directeur général de Natalia Bureau, qui est motivé pour qu'on fasse ça. Il y a Eric Motaf, qui est le président fondateur de Forcis également, qui est motivé pour nous rejoindre. Donc, on va essayer de mobiliser tout le monde pour montrer que ce n'est pas forcément quelque chose de super compliqué, ça a du sens. Voilà. Donc, on va aller sur les questions. Il y a Christelle, il y a Marc, je suis là. On va mettre, on ouvre les micros. On ouvre les micros. Il faut faire quoi techniquement? C'est vous qui mettez les micros et vous pouvez poser les questions que vous voulez. Et on peut se serrer nous un petit chouïa. Voilà. Alors justement, vous savez combien ça représente d'entreprises aujourd'hui, ces sociétés à mission? Ouais. Ah, c'est moi qui entends. Alors, combien ça représente? On ne sait pas. Parce que moi, je pensais que ça représentait déjà dans l'Hérault un certain nombre. Mais en fait, on est seul. Les grosses sociétés… Au niveau national, on a des chiffres ou pas? Non, on n'a pas de chiffres. Non. On a, je pense, beaucoup d'intentions. Vous savez, les banques, les assurances, la Maïf notamment, se sont intéressées à la chose. Il y a Danone qui est dessus, mais ils ont un conseil d'administration, ils doivent prendre le temps. C'est pour eux beaucoup plus lourd que pour une TPE, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de belles intentions. Est-ce que c'est une façon aussi de se donner bonne conscience, de faire bien? Certainement, il ne faut pas se mentir. Mais moi, ça ne me gêne pas plus que ça parce que si on reprend le cas du bio dans le vin, il y a des vignerons qui avaient fait ça parce qu'il y a des marchés à prendre. Ils n'étaient pas dans l'esprit forcément bio, mais ils ont été un peu contraints de le devenir. Donc, je pense que s'il y a des sociétés qui font ça juste pour faire bien, malgré tout, ils vont être obligés de mettre en place des choses qui vont les contraindre à les appliquer derrière. Il y aura un organisme de contrôle, donc pour moi, c'est pas gênant.
Oui, question, juste pour une question chiffrée, je suis navré pour la Croix-Vanel. Ouais. Vous disiez donc que les achats des associés avaient représenté 14 000 € sur cette période. Par rapport à une année normale, le chiffre d'affaires s'élève Marc, à... une question. Sur ces 3 mois-là, une année normale, tu aurais fait combien de chiffre d'affaires? Alors, sur ces 3 mois-là, en fait, j'ai pas détaillé. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mars et au mois d'avril, j'ai quasiment eu 0 commande. C'est-à-dire, les professionnels n'ont fait aucune commande. Et c'est que au moment où on a fait la promotion, c'était à partir de la mi-avril où ça a commencé à déclencher des commandes. Donc, les années précédentes, c'est pas les années où je fais le plus de chiffres. En mois de mars, il y a des salons, ça représente à peu près 5 000 € 6 000 €. Et au mois d'avril, à peu près 2 500 €, c'est un mois un peu plus creux. Et donc, en fait, cette année, mars-avril était quasiment à 0. Et c'est mai qui va bénéficier de ces nombreuses commandes. Donc vous avez surperformé en fait par rapport à une année précédente sur les 3 derniers mois. Donc quelque part, tu dis que tu as surperformé par rapport. J'ai amélioré le chiffre d'affaires, oui, en quelque sorte. La mobilisation des associés a gonflé même le chiffre d'affaires, on va dire. Ça a été presque un effet positif, puisque je pense que les associés ont pris conscience des difficultés que ça pouvait créer. Je pense qu'à travers aussi les débats médiatiques. Et c'est vrai qu'ils se sont vraiment mobilisés et que ça a vraiment été bénéfique. Après, il faut nuancer la chose. Je pense que c'est des commandes qui ne vont pas se faire le reste de l'année. C'est vraiment ponctuel là et un vrai coup de main au moment où j'en avais besoin. Et je pense que c'est des commandes que je n'aurai pas par la suite. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a des associés qui étaient sur certains vignobles, qui ont passé des commandes sur d'autres vignobles aussi pour jouer le jeu, quoi. Pas simplement sur leur vignoble. Et ça, on va dire que c'est la première fois qu'il y a vraiment un transfert entre les vignobles. Là. On a réussi vraiment à mobiliser et à sensibiliser les vignerons en ce sens, les associés. Pardon. Merci. On peut acheter de différents domaines du moment qui sont membres de Terra Hominis, c'est ça? Voilà, le principe, c'est qu'on est juridiquement associé sur un vignoble. Mais après, une fois que c'est fait, ça c'est la philosophie qui prend le pas. On est tous des épicuriens, on fait partie d'un grand club. Et quand on est associé sur un vignoble, on a accès à tous les autres vignobles et on bénéficie des tarifs privilégiés partout et d'un accueil privilégié partout. Donc là, on va monter un projet dans la Loire. Tous nos associés, sans prendre de part, vont pouvoir acheter des vins de Loire à tarifs privilégiés, être accueillis là-bas, aller faire des fêtes s'ils veulent. Voilà. Quand est-ce que justement ça sera finalisé l'acquisition dans la Loire, enfin le projet dans la Loire? Alors, on est en train de finaliser là le montage. On est en train de finaliser le montage. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, on devrait pouvoir lancer la vente départ. D'ici 15 jours, 3 semaines, nos associés attendent ça avec impatience. On a plein de gens qui sont en liste d'attente, qui rêvent de ça depuis des années. On peut avoir une idée de l'appellation, parce que la Loire, c'est un peu large. Alors, on peut donner l'appellation, oui, parce que c'est un problème d'appel public à l'épargne. Je n'ai pas le droit de donner le nom du domaine, parce que sinon, c'est une offre publique d'épargne. Alors, pour info, c'est sur Chinon. Wow, très bien. Ouais. Voilà, mais il ne faut pas qu'on donne le montant, il ne faut pas qu'on donne le nom du vigneron. Voilà, mais ça sera appellation Chinon. Voilà. Ouais, on serait sur Chinon. Ouais. Okay. Voilà, et après, on a des projets également en Alsace, on travaille sur la Savoie aussi. Okay. Voilà. Et donc, je ne sais pas si Zoom va nous permettre de continuer un peu plus. N'hésitez pas, par contre, si jamais ça coupe, on peut se connecter via Sarah pour prendre des petits rendez-vous et répondre à toutes les questions que vous voulez avec moi et avec les vignerons. Juste une question sur pardon Ludovic, justement sur l'entreprise à mission, si jamais ça doit couper. Il y a un organisme certificateur donc qui doit vérifier que vous rendrez bien les rapports, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il est prévu, si par exemple vous veniez à ne pas respecter ces obligations, une remise en cause de votre agrément? Est-ce que, enfin, qui n'est pas un agrément d'ailleurs, mais une remise en cause de cette appellation? Sur ce que j'ai lu, oui. Mais par contre, il y a encore un flou parce que j'ai contacté la COFRAP, l'organisme qui donne la possibilité qui donne les noms des organismes qui peuvent contrôler. Et aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a l'agrément. Ils n'ont pas encore habilité des organismes à nous contrôler. Après, le contrôle, c'est une fois tous les 18 mois, je crois, pour les TPE. Ouais. Donc, ça donne encore un peu de temps. Mais sur ce que j'ai lu, oui, on perd l'agrément. Donc, et moi, ce que j'aimerais bien, c'est même aller un peu plus loin, c'est-à-dire que ça pose éventuellement
même pour un comptable, pour un expert comptable, ça fasse partie de sa mission d'avoir dans son dossier un document qui prouve qu'on a bien respecté les choses et qui puisse éventuellement pas forcément valider le bilan s'il n'a pas ce document-là qui accrédite le fait qu'on a respecté nos engagements. D'accord. Et que ça soit, excusez-moi, que le commissaire aux comptes soit, comme pour les comptes maintenant, pénalement responsable. C'est-à-dire que ce n'est pas un arrangement comme ça se faisait il y a 30 ans avec le commissaire aux comptes, on faisait une bonne bouffe une fois par an, et depuis qu'il est devenu pénalement responsable, ça a changé les choses. Et il faudrait que pour la société à mission, ça soit la même chose. Il faut qu'on soit assez strict pour que ça soit significatif. Ah, voilà, que ce ne soit pas dévoyé, quoi. Ouais. Et concrètement, ça vous a coûté combien? C'est quoi? C'est juste une inscription au greffe du tribunal de commerce? Ouais, je crois que c'est 56 euros. 56 euros. Et après, ça a été beaucoup de temps parce que moi, c'est un truc qui me tenait à cœur. J'ai suivi depuis le début, mais c'était volontaire. Je voyais mon juriste, on se voit une fois par mois à peu près. À chaque fois, on faisait le point là-dessus. Ça nous a pris beaucoup de temps de la réflexion parce qu'on était en amont en étant pionnier. Mais maintenant, celui qui décide de faire ça, qui a une TPE, et qui est dans l'esprit, parce que je pense qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui ont cette conscience environnementale, sociale, et pour eux, c'est pas une machine à gaz à monter du tout. Faut pas le faire comme ça sur un coup de tête, faut se poser, et c'est pour ça qu'on veut monter le club aussi, pour pouvoir échanger, montrer, prouver que l'on peut faire ça et sans que ça change tout dans la société, loin de là. Simplement, ça nous oblige à le mettre noir sur blanc et à se poser de temps en temps, mais c'est pas toutes les semaines, c'est tous les trimestres. Est-ce que ça sera valorisé sur les bouteilles des différents domaines, par exemple, est-ce qu'il y a un marqué membre cofinancé par Terra Omnis? Non. Alors, l'idée, c'est que chaque domaine est indépendant et on ne cherche pas à... Déjà, on n'a aucun royalties après. Quand le projet est monté, on n'a juridiquement plus rien à faire ensemble. Mais moi, je pense que moralement, c'est là que ça commence. Une fois que le projet est monté, c'est là que nos relations comptent vraiment, parce qu'on n'a plus d'intérêt économique ensemble, donc au moins direct. Par contre, nos vignerons savent que si on stimule nos associés, ils vont acheter du vin. On peut les mettre en valeur. On peut les faire venir auprès de la presse, par exemple. Et nos vignerons nous apportent aussi des copains vignerons pour monter les projets. Christelle m'a amené là un copain dans les Pyrénées-Orientales. Marc-Olivier, tu m'as apporté le domaine Gaïda. Le domaine Gaïda, David Arnaud. Le domaine Gaïda a amené David Arnaud en Côte de Bourg. David Arnaud a amené Marion Reculé en Côte de Blaye. Vous voyez, c'est par cooptation. Donc, on reste vraiment en contact. On est là pour les soutenir, on est là pour les aider. Mais on ne veut pas que Terra Omnis prenne l'ascendant sur leur marque, sur leurs produits. Donc, il n'y a pas de logo Terra Omnis, il n'y a pas. On ne veut pas ça. Et il n'y a pas d'échange financier. On a des associés qui, malheureusement, des fois décèdent, les héritiers ne veulent pas des parts, ou des gens qui partent à l'étranger qui disent ça n'a plus de sens que j'ai une part, et on fait la transmission à d'autres associés sans que rien ne soit facturé aux vignerons. C'est dans l'esprit, quoi. Et pour moi, c'est ça aussi, être société à mission. Voilà. Comment se fait l'incitation en termes de culture de la vigne plus environnementale? Est-ce que justement la sélection des dossiers se fait déjà avec des jeunes vignerons ou vignerons qui sont déjà bien engagés, qui ont déjà, pour vous, c'est déjà un critère de sélection? Ou est-ce que vous avez été amené dans certains dossiers à je dirais, fortement inciter d'améliorer ses pratiques environnementales? Comment ça se passe à peu près? Alors, on ne cherche pas à inciter un vigneron à être respectueux de l'environnement. S'il n'en a pas cette conscience-là, on ne cherche pas, c'est qu'il n'est pas fait pour qu'on travaille avec lui. On ne lui demande pas un label forcément. Il y a un vigneron avec lequel on travaille qui n'a pas de label, qui s'en fout, mais qui met des ruches dans ses vignes. Vous voyez, et ça, c'est bien, quoi, vous voyez. Donc, on va pas. Il y a un prof qui disait, en parlant de ma fille à l'école, il me disait attention, c'est pas en tirant sur une herbe qu'on la fait pousser. Donc, on va pas lui dire si tu veux venir avec nous, il faut que tu passes en bio, parce que s'il n'en a pas envie, c'est pas. Non, c'est pas. Oui, je comprends. Oui, voilà. Après, là, on a 2 projets sur Bordeaux où on a aidé des vignerons à passer en bio.
Parce que passer en bio sur Bordeaux, climat océanique, c'est délicat. Donc, il faut investir dans du matériel. On va passer plus de temps dans les vignes et on risque d'avoir des productions nettement moindres. Donc, ils ont besoin d'une sécurité financière. Donc, monter des projets avec eux, leur permettre de pas, l'argent qu'ils ont, de ne pas le mettre dans la vigne, ça a vraiment beaucoup de sens. Et il y a 2 vignobles qu'on a réussi à faire un passage en bio, à les aider pour ça. Mais ils sont venus à nous pour cette raison-là. D'accord. C'était Ouais. ça, oui. Ouais. Alors, on pose la question sur les 4,5%, ça fait combien de bouteilles par an? Ça dépend du montant de la part. Il y a des parts qui sont à 1300, il y a des parts qui sont à 2500 €. 4,5%, c'est donné en bouteilles de vin. Donc, sur la base du prix public des bouteilles. Donc, si en moyenne 1500 €, je crois que ça fait soit un petit 70 € par an de bouteilles. Donc, le vigneron propose différents lots de bouteilles aux associés par Internet. Les gens votent. Et le lot qui remporte le plus de suffrages est le lot qui est donné à l'ensemble des associés. Et après, ça peut bouger dans le temps. Généralement, les associés veulent les belles bouteilles. S'il y a une micro-cuvée élitiste, même si elle a 35 €, ils préfèrent 2 bouteilles plutôt que 12 ou 24 bouteilles d'un vin moindre qui peuvent s'acheter facilement. Nombre global. Le nombre. Oui, pendant la pandémie. Nombre de cols. Je peux vous le dire en chiffre d'affaires, mais en col, ça fait 9 000 € pour nous. 9 000 € sur un mois et demi. Nous, ça nous a fait un des plus jolis mois de l'année, en fait. On ne s'y attendait pas du tout. Et le mois d'avril, ça équivaut au gros mois quand on fait des gros salons sur Paris où on vend une palette de vin, quoi. Donc, en gros, bah oui, ça doit faire à peu près l'équivalent d'une palette de vin. Une palette, c'est 600 bouteilles. Voilà. Voilà, tu vois, en réfléchissant, je trouve que Et toi, Ouais, 3 palettes. 3 palettes. Ouais, 3 palettes. Et on a des vignerons, pour qui ça a été encore supérieur. Hein. Sur Minervois, le château Massamy-la-Mignarde, Franz m'a dit qu'il a fait 25 000. Quoi. Et il me dit c'est pas fini. Quoi. Et c'est pas fini. Donc après, ça dépend de la taille du vignoble aussi. Mais c'est vrai que nous, les chiffres peuvent éventuellement vous paraître assez faibles, mais on travaille avec des petites propriétés et des vignerons, du vigneron indépendant, du petit vigneron, et c'est ce qu'on cherche à préserver. Nous, hein. C'est notre, c'est notre credo. Quoi. Ce qu'on veut, c'est défendre le petit vigneron qui travaille seul sur sa propriété et qui arrive à vivre, à nourrir sa famille avec le fruit de son travail. Et c'est ce qu'il faut qu'on ne perde pas. Quoi. Justement, le domaine du Clos Rouge, vous avez augmenté vous aviez dit que vous étiez à 6 hectares, vous allez augmenter de combien d'hectares? Alors, domaine du Clos Rouge, vous étiez à 6 hectares et là, vous êtes arrivé à combien en montant les 2 projets? Ça vous fait combien d'hectares? Là, ça nous fait 14 hectares, hein, c'est ça? 14 hectares. Okay. Voilà. En fait, on était à 6 au début, hein, mais on est monté à 9. Et puis, avec Pyraominis, il y a eu 6 hectares de plus, ce qui donnait à peu près 15, mais on a rendu 1 hectare de fermage. Donc, en tout, nous, on est à 14. Voilà. Et pas trop compliqué de trouver des terres en terrasse du Larzac? Je sais que c'est un petit peu demandé. Alors, on a eu de la chance. Il y a un monsieur qui vendait, qui partait à la retraite et qui vendait de très, très jolies vignes, un petit peu en altitude. Et aujourd'hui, les plus jolies vignes du Clos Rouge, c'est les vignes de Pyraominis. C'est vraiment les plus jolies. Ouais. Voilà. Tout est, oui, en bio, bien sûr. Oui, nous, on est en bio depuis le début. Ça n'avait aucun sens pour nous de s'installer autrement qu'en bio, quoi. Toi aussi? Le domaine était déjà en bio depuis 2010 quand je l'ai. Non, Marc, je pense qu'ils n'entendent pas. Vas-y, Marc. Oui, moi j'ai toujours travaillé dans des domaines en bio et pour moi c'était une condition sine qua non pour l'installation et le domaine était déjà en bio depuis 2007 même. Ouais. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, bon, la pandémie, outre d'avoir permis de continuer le chiffre d'affaires, ça a aussi permis de renforcer la communauté des associés et de faire des ventes, du moins, que des associés achètent des vins d'autres domaines plus qu'avant. Alors, tout à fait, oui, c'est une remarque. Je pense que ce que tu soulignes, c'est l'arrivée d'associés d'autres domaines, effectivement. Moi, je l'ai vraiment vu plus qu'avant. Et la mobilisation des associés, j'ai l'impression que oui, ils se sont sentis en soutien. Après, moi, c'est vrai qu'au travers des 4 ans que j'ai eu déjà, les associés sont quand même sont présents, mais là, il y a eu une vraie mobilisation. Ouais.
D'accord. Oui, effectivement. Ouais. Ouais, les vignerons, pendant le confinement, ont tous fait un petit geste supplémentaire pour les associés. Au niveau, souvent, ils ont fait des francos à combien? Même à 12 bouteilles sur le secteur, toi. Toi, tu as fait des francos J'ai fait une opération de promotion sur une cuvée, mais ça a généré Et- des achats sur les autres cuvées aussi. Positif. Voilà. Donc tout le monde a fait un petit geste et ça fait que les associés derrière ont joué le jeu. Et il y a même des associés, des fois, qui ont envoyé, moi j'ai eu des échos, qui ont envoyé de l'argent en disant bah, tu m'enverras du vin. Quoi. Voilà. Voilà. Donc c'était vraiment dans l'esprit. Et nos associés, alors qu'est-ce qui fait que nos associés sont mobilisés, jouent le jeu? C'est que pour devenir associé, on n'a pas une plateforme où tu regardes, tu dis tiens, je prends 2 parts, merci, au revoir. Pour devenir associé, on a un contact humain chaque fois avec chaque associé. Et on lui explique notre philosophie, il nous dit qu'il adhère, il se présente, il explique ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comme type de personne, comme type de vin, c'est quoi ses passions. Et de ce fait-là, on essaie de trouver un vignoble qui soit adapté à son profil. Et si il adhère à ce vignoble-là, moralement, avant de lui envoyer un dossier, on lui demande un courrier de motivation. Pourquoi est-ce qu'il veut nous rejoindre? Chaque associé nous fait un courrier de motivation. Et dedans doit ressortir le fait qu'il ne fait pas ça pour l'argent. C'est écrit noir sur blanc. Il fait ça pour aider. Il nous dit pourquoi, pour transmettre, etc. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas, hein, bah, on ne les prend pas comme associés. Wow, c'est aussi bête que ça. Mais ça arrive rarement parce que les gens qui vont se balader sur notre site ressentent l'état d'esprit, la philosophie. Et de toute façon, il y a mon numéro de téléphone sur le site et à côté, c'est marqué si vous préférez l'argent aux hommes et au vin, merci de passer votre chemin. Donc, ça élimine pas mal de monde. Et derrière, c'est vrai qu'on a des associés qui ont un profil commun, qui peuvent venir de différentes régions, de différents profils, mais globalement, ce sont des belles personnes, quoi, et qui ont envie de donner du sens à leur argent, qui ont envie de. C'est gratifiant pour quelqu'un quand même de dire, grâce à moi, il y a un vigneron qui a pu s'installer, il y a un vigneron qui a pu s'agrandir, son mari est venu, maintenant ils travaillent en couple, c'est le projet de leur vie, et j'ai contribué à ça. Waouh, je sors une bouteille. La bouteille, je la connais, je la comprends, et il y a un petit peu de moi là-dedans. Donc c'est joli, et c'est joli à transmettre plus tard aux enfants. Vous voyez, c'est des bouteilles qui peuvent rester dans la famille, ça peut devenir le vin de la famille. Et en plus, c'est pas un vignoble anonyme. On connaît le vigneron, on a son numéro de portable. Si on passe le voir, on peut manger une saucisse avec, quoi, voilà. Et la vie, c'est pour moi, c'est la vie. C'est des gens qui aiment la vie même, qui aiment la vie, qui aiment les gens avant d'aimer le vin. Le vin, c'est pas une finalité en soi. C'est le vin, pour moi, c'est un prétexte à la relation humaine.